Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Maurice Kibangou, économiste, et de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Gracien Okindikiza. Et tout de suite en Côte d'Ivoire, la deuxième édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne s'est achevée pendant 3 jours. Les participants ont évoqué croissance et bancarisation, l'objectif étant de réfléchir à un modèle financier propre au continent. Un reportage de notre envoyé spécial à Abidjan, El Hadjaï. La deuxième édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne a pris fin mercredi à Abidjan. 3 jours durant lesquels les quelques 350 participants ont échangé sur la capacité du continent à créer son propre modèle financier. Ainsi, plusieurs thèmes ont été débattus lors de cette deuxième édition, à savoir l'inclusion financière comme moteur de la croissance inclusive, un modèle bancaire favorable à la bancarisation en Afrique subsaharienne, entre autres. Les différents panels qui ont parcouru les diverses thématiques abordées autour du thème principal, créer un modèle financier africain dont les résolutions et recommandations seront consignées dans un livre blanc. En somme, nous pouvons, dans une mutualisation des compétences et des moyens, réussir l'inclusion financière de nos populations, renforcer l'autonomie financière des collectivités locales, faire du modèle bancaire actuel un instrument favorable à la bancarisation en Afrique subsaharienne, intégrer les agents de notation dans la prise de décision et dans l'évaluation du risque. Une des recommandations phares de cette deuxième édition est vraiment de promouvoir l'inclusion financière. Il y a 2 choses qui m'ont frappé. La possibilité de pouvoir créer des produits financiers correspondant réellement aux populations rurales les plus reculées. Un autre point qui était extrêmement important, la nécessité de créer des incubateurs pour aider les jeunes, non seulement les jeunes étudiants, mais aussi les jeunes start-up, à grandir une idée, à transformer une idée en entreprise. Cette nouvelle étape consiste aussi à s'orienter vers le financement des PME. Un pays émergent repose sur une PME forte, sur une économie nationale forte. Et ça ne peut pas se faire sans le financement, sans l'accompagnement des PME. Aujourd'hui, on nous a expliqué qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Parce que ce n'est pas tous les financements qui sont bons à prendre. Au-delà du financement des PME, l'inclusion financière des couches les plus vulnérables reste l'un des défis majeurs de l'Afrique nouvelle. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'inclusion financière passera aussi par l'accès à l'électricité et la téléphonie mobile. Actuellement, 620 millions d'Africains n'ont pas d'électricité. Maurice Kibangou, les économistes évoquent souvent l'inclusion financière, la croissance inclusive. Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi on insiste sur son importance? Alors la croissance inclusive, c'est une croissance qui prend en compte, comment dirais-je, toutes les sources de la société. Par exemple, chez nous, au Congo, on a eu des taux de croissance de 10%, 8%, 10%. Ce n'était pas une croissance inclusive parce qu'elle était simplement due à la valorisation de la rente pétrolière. Parce qu'ici, en France, rien que 2%, 3% de taux de croissance, il y aurait le plein emploi. Chez nous, on peut avoir des taux de croissance de 10%, mais c'est des croissances qui sont pauvres en création d'emplois. Voilà pourquoi on appelle ça les croissances non inclusives. Parce que quand ça tient en compte toutes les couches de la société, en pleine croissance, comme dans d'autres, par exemple, on prend un pays comme le Ghana, qui est bien structuré. Quand il y a un taux de croissance de 5% au Ghana, il y aura plein emploi, il y aura réduction du chômage. Alors que chez nous, il peut y avoir taux de croissance, mais sans tenir compte de certaines couches de la société. Il y a des poches de pauvreté qui restent. Voilà, donc c'est tout ça. Donc grâce à ce côté inclusif, c'est ce qui manque aujourd'hui à la croissance des pays africains? Oui, c'est ce qui manque parce qu'en fait, cette fameuse croissance, c'est qu'elle est générée en Afrique par des facteurs, des fois qu'on ne maîtrise pas. Parce que si on vend le pétrole ou si on vend le cuivre, on ne maîtrise pas les cours. Les prix sont fixés sur les marchés de Londres, ailleurs, hors de l'Afrique. C'est-à-dire que nous, on est là, on attend. Si jamais on a une chance et les cours montent, il y a le taux de croissance qui augmente. Donc ce qui nous manque, comme il vient bien de le dire, c'est qu'il nous manque cette production qu'on maîtrise, qui crée la richesse. Donc finalement, on produit pour ne pas créer la richesse. On produit pour avoir de l'argent. L'argent, on ne sait pas où il va. Et lequel argent ne va pas créer la richesse. Là par exemple, les banquiers parlent de problèmes de système financier africain. Mais les Africains, on n'a pas encore bien compris. Moi, je pense qu'on n'a pas compris pourquoi on a besoin de cet argent. On se pose la question, si on nous donnait 1000 milliards de dollars, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent? Est-ce qu'on va se développer? On se pose la question, pourquoi les Africains vont financer
le Portugal qui a des problèmes. Pourquoi les Angolais vont jusqu'à financer la deuxième banque d'Angola pour la sauver, non, du Portugal pour la sauver, alors qu'il y a beaucoup, cet argent pourrait se développer en Afrique. Et en même temps, il faut savoir, est-ce qu'on a des besoins pour accaparer, disons, pour intégrer cette masse monétaire si vraiment cet argent était investi dans les pays? C'est qu'en même temps, c'est qu'on n'a pas encore bien compris. On parlait d'industrialisation, autre chose, on cherche l'argent ailleurs, mais les Africains ont de l'argent. Il faut qu'on arrive à intégrer les systèmes tels que je crée une industrie, par exemple, une industrie solaire. On a confiance que ça va générer de l'argent. Je vends les parts de l'industrie, de la société, et les gens achètent, et il y a une bonne gestion, il y aura de l'argent localement, donc il y aura aussi la croissance, ça va créer de l'emploi, et aussi on utilise l'argent local. Jean-Marie, l'une des orientations évoquées lors de ce forum pour justement créer cette croissance inclusive, c'est le financement des PME. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? La stratégie de financement des PME, avant que je ne réponde à votre question, Amira, je voudrais revenir à la première question que vous avez posée à notre invité. Le modèle économique qui est posé en Afrique, c'est un modèle économique occidental. Sur ce plateau, je parle toujours de la psychologie économique. L'économie doit obéir aux critères psychologiques des individus qui vivent dans un environnement donné. Dès l'instant que nous avons des modèles qui sont importés, c'est-à-dire qu'on nous impose, sur lesquels nous n'avons aucune prise même par rapport à la réalité, j'ai suivi au début de la semaine, vous avez invité M. Zebelinga sur ce plateau. M. Zebelinga a parlé, si vous voulez, de la question du franc CFA. Le franc CFA, il y a des coûts, si vous voulez. Gracien vient de dire là tout à l'heure que, bon, on ne sait pas ce qu'on fait avec de l'argent. Chaque fois qu'on pose un acte, si vous voulez, un acte financier et un acte qui est à la base un acte monétaire, c'est-à-dire ça doit générer de l'argent. Même l'aide qu'on nous donne, cette aide-là, si vous voulez, n'est pas rattachée à des taux d'intérêt en tant que tel, mais c'est-à-dire cette aide-là a une contrepartie que nous ne maîtrisons pas. Donc pour moi, la croissance inclusive, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les Africains créent un modèle qui leur est propre et qui obéit, si vous voulez, à leurs besoins, c'est-à-dire les besoins des Africains sont différents aujourd'hui des besoins des Occidentaux, si vous voulez, en termes de niveau de vie dans les sociétés. Donc ce qui fait que notre modèle, c'est un modèle initial. C'est pour ça que moi je parle toujours du démarrage de la croissance. L'Afrique, nous n'en sommes pas déjà là, parce que le secteur agricole qui booste la croissance n'est pas un secteur qui est jugé prioritaire aujourd'hui par les économies africaines. Donc à partir de là, ce constat-là, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle inclut la finance inclusive. C'est qu'il faut que les Africains aient un modèle qui correspond à la psychologie des Africains. Maintenant, concernant, si vous voulez, le financement de la PME, c'est quelque chose de très, très important. Nous avons parlé à plusieurs reprises sur ce plateau de la microfinance. La microfinance, c'est quoi? La microfinance, c'est tout simplement qu'on se dit qu'on adapte les instruments de financement des entreprises, encore une fois, à l'environnement, dont on en revient à l'inclusion dont on parlait là tout à l'heure. Au lieu de copier ce qui se passe, par exemple, sur le code des sociétés en France, on se dit, je vais en Afrique et tout, vous allez créer une société, on va prendre le même capital qu'en France, on va peut-être le diviser à moitié. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, les acteurs économiques qui sont sur place, ont-ils le pouvoir d'achat de pouvoir financer le capital d'une entreprise au même niveau que le droit des sociétés en France? Donc, c'est à ce niveau-là qu'il convient, si vous voulez, d'instaurer des instruments qui sont compatibles avec l'environnement des Africains en ce qui concerne la croissance économique. Donc, je pense que ce forum-là, moi, rien que le mot de dire qu'on crée le modèle africain, bon, ça sonne bien, c'est très très intéressant. Encore faudrait-il aller jusqu'au bout de l'idée. Merci. Dans l'actualité également, au Burkina Faso, l'agriculture occupe plus de 80% de la population. Avec 40% du produit intérieur brut du pays, la transformation locale se présente désormais comme une nécessité. Plusieurs unités de transformation se sont ainsi lancées dans la production d'huile alimentaire. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso est un pays agricole avec le coton comme l'une des cultures principales. Et pour une valeur ajoutée de cette matière, des unités de transformation et de commercialisation ont été mises en place comme la SN Citec, la Société Nouvelle Huilerie et Savonnerie Citec. Depuis 1941, cette usine s'est spécialisée dans la transformation de la graine de coton. La division huilerie est chargée en fait de tout ce qui concerne la réception, depuis la réception des graines de coton jusqu'à
à la production de l'huile et au conditionnement, et également à la production de coproduits qui sont le tourteau et l'aliment bétail. C'est-à-dire que nous prenons la matière première et nous transformons en produits finis que nous cédons maintenant au niveau du magasin. Avec une production annuelle de 20 000 tonnes d'huile par an et de 120 000 tonnes d'aliments à bétail, cette unité industrielle fait face à la fraude, un phénomène qui de plus en plus menace la transformation locale. Toute concurrence loyale reste une bonne concurrence, ça permet une bonne émulsion. Maintenant, si on introduit une part d'avantages supplémentaires sur des concurrents, surtout en dehors de l'UEMOA, en prime, ça veut dire que ça complexifie l'industrialisation du pays. Or, malheureusement, je pense que l'industrie localement étant un grand pourvoyeur d'emplois, ne pas l'aider est un risque pour l'emploi et notamment l'emploi des jeunes. Le Burkina Faso est un des pays les moins industrialisés d'Afrique de l'Ouest. Sa pauvreté et son enclavement sont les principaux obstacles à son développement industriel qui, malgré tout, a connu une croissance de 5,5% en 2010. Maurice Kibangou, la transformation locale des matières premières, ou dans ce cas-ci des produits agricoles, c'est la clé pour l'Afrique d'avoir un rôle plus important dans le commerce international? Ben oui, je crois que tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris parce que le fait de transformer le produit agricole ou n'importe quel produit de base sur place donne de la valeur ajoutée à ce produit. On a bien vu que nos matières premières, nous on les exportait, ils transformaient le produit en Europe et puis on le revendait. Entre-temps, ça créer la valeur ajoutée. Ça, sur ce plan, un pays l'a compris depuis très longtemps, l'île Maurice. En île Maurice, on fait que ça. On transporte, alors, il peut même importer de matières premières, mais transformer les produits sur place et puis les exporter. Déjà, au passage, ils acquièrent de la valeur ajoutée. Je pense que c'est d'ailleurs ce que le Gabon a fait depuis un moment. Ils vont interdire d'exporter le bois, de le transformer sur place, d'exporter que le bois transformé. Je crois que c'est la clé, une des clés du développement, surtout pour ceux qui veulent atteindre l'émergence. Gracien, alors qu'est-ce qui manque pour développer ce secteur de la transformation en Afrique? C'est le manque d'investisseurs? Non. Ce qui manque, c'est la volonté vraiment politique. Du moment où on se dit, c'est ça, nous voulons transformer. Parce qu'il faut se dire que dans plusieurs pays, il y a de la corruption. Il y a ce qu'on peut appeler, certains l'appellent la mafia de l'importation. Il y a dans plusieurs pays, c'est facile, par exemple, les gens, pour certains qui sont au pouvoir, quand ils font en même temps les affaires. C'est facile d'avoir beaucoup d'argent en important, avec beaucoup de marge et avec la corruption et les droits de douane, plus que la transformation, parce que l'industrie de transformation exige des moyens, des compétences, un suivi. C'est un risque, on prend un grand risque quand on fait la transformation. C'est louable, mais beaucoup de gens ne le veulent pas. Donc c'est vraiment plus la volonté des dirigeants et en même temps la volonté de certains hommes d'affaires qui veulent de l'argent qui rentre rapidement, mais sans se soucier vraiment du développement du pays. Ce que je peux ajouter juste un petit point, c'est que au niveau de l'industrie de transformation, moi, je déplore vraiment que ce soit des structures, des grandes structures. J'aimerais bien qu'il y ait des unités de transformation localement. On parle d'huile, oui, on parle d'huile. Le maïs, par exemple, on cultive le maïs, on a besoin de garder le maïs encore frais, ou les tomates. Il faut qu'il y ait des petites unités dans les communes et dans les villages pour qu'on arrive au moins, au lieu de jeter les tomates qu'on n'a pas vendues aujourd'hui, on les garde pour les vendre un autre jour. Ça fait partie de la perte de croissance pour les pays parce qu'on jette la nourriture, parce qu'il n'y a pas eu d'acheteurs. Jean-Marie, vous êtes d'accord, le principal obstacle au développement de la transformation, c'est le manque de volonté politique plus que des investissements? Oui, c'est un manque de volonté politique tout simplement. Pourquoi? Parce qu'un État, quand vous posez des stratégies économiques ou des stratégies de croissance en place, ces stratégies de croissance ont des priorités. Et l'État ne doit pas déroger de ces priorités-là. Je sais qu'on me rétorquera qu'il y a énormément de demandes en Afrique. Je suis tout à fait d'accord. Mais sauf que quand vous posez en place une stratégie de croissance, vous avez ce qu'on appelle les secteurs prioritaires. Les secteurs prioritaires, c'est quoi? C'est de pouvoir regarder quelles sont nos forces, quels sont les secteurs dans lesquels il vaut mieux investir en priorité, pour permettre, si vous voulez, que ce secteur-là, étant donné que c'est le secteur fort de l'économie, qui puisse entraîner les autres secteurs. Jusque-là, j'insiste toujours sur l'agriculture, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons
pratiquement entre 80 et 90% de la population africaine qui travaille dans le secteur agricole. Donc dès l'instant qu'on crée l'idée que Gracien vient de poser sur la table, à savoir les coopératives. Nous avons une chose en Afrique, c'est-à-dire on est toujours omnibulé par les fameux éléphants blancs des années 70-80 où on construit des grandes usines et ces usines-là ne finissent par ne pas fonctionner. Alors que si on créait des petites unités, comme Gracien vient de le suggérer, en créant ces petites unités-là, vous permettez, si vous voulez, le développement harmonieux du territoire parce que ces unités-là sont disséminées par le biais de l'effet d'expérience et l'effet d'apprentissage. Vous faites en sorte que la population se forme par cet effet d'apprentissage. Alors que quand vous prenez une grande usine, vous allez la poser. Nous n'avons pas les moyens, si vous voulez, déjà le pouvoir d'achat pour pouvoir... un pouvoir d'achat qui est capable de pouvoir absorber la production de ces grandes unités-là. Donc ça pose un problème quelque part. Donc à partir de là, c'est une question de volonté politique. Quelle stratégie de croissance qu'elles sont mises en place? Bon, le mot à la mode, c'est stratégie inclusive. Encore faudrait-il réunir tous les instruments et toutes les modalités nécessaires pour pouvoir booster cette croissance inclusive. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. La Banque africaine de développement a mobilisé des financements destinés à la lutte contre le changement climatique pour un montant global de 1,92 milliard de dollars en 2014, soit une augmentation de 60% par rapport à 2013. Sur ce montant, 1,16 milliard ont été mobilisés pour l'atténuation du changement climatique et 760 millions pour l'adaptation aux effets de ce changement. Gracien, cette hausse de 60%, est-ce que cela traduit une véritable, on va dire, prise de conscience de l'importance de la lutte contre les changements climatiques? J'aime bien l'écologie, j'aime bien l'environnement, mais franchement, pour les Africains, consacrer une telle somme pour, disons, pour une croissance verte ou la lutte contre la pollution. Mais nous, les Africains, nous n'avons pas pollué, nous n'avons pas encore pollué parce que nous ne produisons pas. N'allons pas vraiment entrer dans les dogmes de l'environnement, de protection de la nature. Les gens, ils sont en train de polluer en Europe, aux États-Unis. Les Chinois, ils polluent. Et on nous demande, nous, de faire des efforts. Et nous, les Africains, nous consacrons de l'argent pour faire des efforts. Pourquoi? Commençons d'abord pour produire. À un certain moment, on se dira, eh bien, on a pollué, on commence à polluer comme les autres. Et cette fois-ci, on va faire des efforts. Mais sinon, si on commence par lutter contre la pollution, alors qu'on ne produit pas, on ne va pas produire. On va consommer les produits des gens qui sont en train de polluer. Et c'est nous, les Africains, avec les forêts, qui allons capter tout ce qui est carbone. Maurice Kibango, est-ce que l'Afrique ne pourrait pas être quand même un modèle de croissance verte? Moi, j'ai toujours fait attention, comment dirais-je, à la façon de voir les écologistes. Parce que nous avons besoin du développement. Vous verrez bien qu'ici, par exemple, quand on construit une autoroute, ça pose des problèmes. Nous, au niveau de la CEMAC, on en parle. Il nous faut des autoroutes, pardon, qui partent de Brazzaville à Yaoundé, de Yaoundé. Eux, ils n'en veulent pas. Donc moi, je pense qu'il faut faire très attention. Ils ont un niveau de développement tel que certaines choses ne les intéressent plus. Nous avons besoin d'infrastructures de base. On a besoin de construire des grandes routes et tout ce qu'il faut. Eux, ils n'en ont pas besoin. Moi, je pense que, d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir une grande forêt, nous, en Afrique centrale, qui peut peut-être absorber toute la pollution. Donc moi, je ne suis pas très, très écologiste sur ce point-là. Je pense que nous, s'il faut mettre le paquet, on doit mettre le paquet sur les infrastructures. D'accord. Merci. C'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine sur la communauté économique d'Afrique centrale. La semaine prochaine sera consacrée à l'industrialisation de l'Afrique. Maurice Kibango, merci d'avoir été là. Merci et à très bientôt. Jean-Marie, merci également. Merci Fanny, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Gracien, merci. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.